Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bonjour mon cher Frédéric Brindel. Bonjour Judith Belair, c'est bien l'été, les vraies voix, ces débats, ces jeux et cet air, cet air sec et chaud. C'est pas évident, hein. Elle le dit bien, Iria André, sec et chaud. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. C'était une blague ratée donc. Ouais. Vous êtes bien dans les vraies voix de l'été, vous l'aurez compris. C'est votre rendez-vous quotidien sur Sud Radio chaque jour de 17h à 19h. 2 heures de débat sans filtre, d'échanges francs, de témoignages engagés, des invités, des citoyens, des idées qui secouent, des coups de gueule qui résonnent et puis quelques coups de cœur aussi. Judith, acceptez s'il vous plaît de nous révéler le programme. Ah oui, je l'accepte avec un grand plaisir mon cher ami. Alors le grand débat à 17h30, François Bayrou a dévoilé hier son projet de réforme de l'administration territoriale de l'État. Au cœur de cette initiative, renforcer les pouvoirs des préfets, puis une mesure phare qui fait débat, une année blanche sur les dépenses publiques, incluant un gel partiel des prestations sociales. Objectif affiché, plus d'efficacité, moins de gaspillage, mais à quel prix? Est-ce une réponse responsable à la crise budgétaire ou une mise sous tension des plus fragiles? Qui va payer? La réponse c'est... C'est nous, hein, c'est vous. C'est nous. Ne me montrez oui. pas, s'il vous plaît. Répondons-nous tous en chœur. Les sénateurs ont fait d'ailleurs quelques propositions pour trouver 50 milliards d'euros d'économies, notamment au sujet des prestations sociales. Notre question pour vous, les auditeurs de Sud Radio, sur le compte X, projet de réforme Bayrou. Faut-il geler les dépenses publiques pendant un an? Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis. Benoît Perrin, le directeur de Contribuables Associés, sera notre grand témoin du débat. Et puis, il y a notre coup de projecteur à 18h40, contenu haineux sur le web. Le gouvernement met en place une coalition d'associations soutenues financièrement par l'État et en partenariat avec l'Arcom, l'autorité chargée de réguler les médias, mais aussi le CRIF, la LICRA, SOS Homophobie, Oser le féminisme, entre autres. La ministre Aurore Berger souligne la grande responsabilité des plateformes numériques et avertit que la France, en coordination avec l'Union européenne, prendra toutes les mesures nécessaires en cas de manquement à leurs obligations. Cette fois-ci, il faut dire stop à toute cette violence verbale déversée le plus souvent anonymement. La France et l'Union européenne pressent les propriétaires de plateformes. Notre question, vous y répondez. Coalition contre la haine en ligne. La vraie question, c'est: faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Thierry Léandre Le Fur, expert en comportement numérique et addictif, sera lui aussi notre grand témoin du coup de cœur. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour témoigner. Vous votez sur X à nos questions. Et puis, on va vous présenter nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes, bonjour mesdames, avec un plateau très très féminin aujourd'hui. Vous êtes très bien entouré, Frédéric Brindel, je tiens à le dire quand même, je le redis. Mais ça me semble logique. Voilà. Ça sera dit. Alors, à votre gauche, n'est-ce pas, Frédéric? Vous avez vu, je suis pas piégé. D'autres auraient dit, eh bien oui, dans ce charme, ça c'est l'ancienne école, ça. Moi je dis, mais c'est logique. Vous êtes très moderne. Merci. Donc, à votre gauche, n'est-ce pas, Anne-Laurène Rousseau. Anne-Laurène, vous êtes journaliste pour Valeurs Actuelles. Bien le bonjour. Bien raison de dire à notre gauche, du coup. C'est pas pour rien que je l'ai dit. Voilà, c'est drôle ça, Anne-Laurène aussi. Voilà. Très bien positionné. Et alors à ma droite, Rosie Bordet, fondatrice et directrice de l'agence en communication RB et associée et adjointe au maire à Saint-Georges de Rintembeau, c'est dans l'Ille-et-Vilaine, la Bretagne. Je suis bien placée. Ouais. Vous êtes bien placée, il faut vous rapprocher du micro, ma chère Rosie. Attention, comme ça on vous entendra bien surtout. Ça vous va? Voilà, bien. au top. Parfait. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à 17h07 sur Sud Radio? On joue, on joue pour gagner. Alors, sur Sud Radio, on vous fait gagner un pack Lexon avec des objets design et connectés. Il y a des bubble lamps, sorry. Alors, mais c'est l'accent écossais qui veut ça, en fait. C'est une lumière douce et apaisante pour créer une ambiance unique. Elles sont rechargeables et puis il y a des radios Tico, des enceintes Bluetooth minotées compactes, puissantes et résistantes et puis surtout parfaites, évidemment, pour écouter Sud Radio. Puis il y a le Mac Bank, c'est une batterie sans fil externe, compacte et magnétique, conçue pour allier performance et élégance. Vous pouvez gagner ça en nous appelant. Il va falloir choisir le numéro gagnant. Tiens, Rosie Bordet. Au combientième, un chiffre, le combientième appel? Allez. On fait trop, moins d'1 million parce que après ça fait une grosse audience, quoi. On va dire 250. Bon, on va faire 25, ça vous va ou pas? Je suis très optimiste comme fille. Non, mais c'est en fait qu'on est le vainqueur assez vite quand même. 7, Oui. Voilà. Non, Je plaisante. Oui. Alors, Rosie, Allez, on va dire une 25, quinzaine. mais c'est bien 25. Quinzaine. 15.
Allez, 15. 15. On part sur 15. D'accord, 15. Bon. Et ben voilà, vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez gagner ce magnifique pack Lexon, bien évidemment. Et puis, on attend vos appels. Le numéro 15, on a dit, et le numéro gagnant. Et puis tout de suite, on part en duplex, hein, Frédéric. Oui, évidemment, depuis hier, nous suivons sur Sud Radio les différents lieux où les feux de forêt dans le sud de la France se sont déclenchés. Et nous allons partir dans un premier temps sur le secteur à la fois de l'Aude et de l'Hérault. Christine Bouillot, notre journaliste présente sur place depuis plusieurs jours, passe d'un PC sécurité à un autre. Christine, bonjour, merci Christine. de nous retrouver. On fait le point, l'Aude et l'Hérault, où en sommes-nous ? Alors, si vous le voulez bien, bonsoir à tous. On va commencer par le département de l'Hérault, où là, on peut dire donc ce soir l'incendie qui a débuté donc hier à la même heure quasiment a été maîtrisé sur les de 5 heures ce matin. 400 hectares ont été brûlés. Alors, je vais vous donner un chiffre qui donne l'ampleur en fait de la vitesse de l'incendie. Ce feu qui était dans le secteur de Castelnau de Gers s'est propagé à la vitesse de 1700 mètres par heure. Il a parcouru plus de 3,5 km en direction de l'autoroute A9. Et donc, c'était effectivement la grosse préoccupation. Et c'est pour cela que l'autoroute A9 a été coupée, puisque les soldats du feu ont tout fait pour éviter que l'incendie passe la barrière de l'autoroute A9. Ça a été rouvert, hein, l'autoroute A9, oui, Christine. Hier soir, mais ce que je veux dire, tout à fait. Mais simplement, c'est pour montrer le travail acharné. Sur la seule journée d'hier, dans le département de l'Hérault, il y a eu 9 départs de feu quasiment à la même heure, et plusieurs se sont produits le long de l'autoroute. Et pour les autorités, et le préfet en particulier, c'est tout simplement lié à des jets de mégots. Ça ne peut pas être autre chose, a-t-il dit. Donc, il demande et il rappelle notamment à tous les touristes, des millions de gens viennent chaque année dans cette zone, et bien d'être extrêmement vigilants à la fois sur l'utilisation de leurs mégots quand ils fument, des barbecues quand ils sont installés dans des zones, on va dire, boisées, les randonneurs aussi de respecter les massifs qui ont été fermés. Un massif a été fermé dans le département de l'Hérault. Il y a eu jusqu'à 850 sapeurs-pompiers mobilisés sur le département. 300 vont rester. Donc je le redis, ce feu est maintenant maîtrisé, mais il n'est pas fixé. Oui. La différence, c'est qu'il faut en continuer à traiter ce qu'on appelle les lisières. On a assisté à ce travail acharné des pompiers ce matin. C'est-à-dire qu'ils vont à pied étouffer avec des tonnes d'eau toute petite flamèche, toute fumerole qui pourrait donner lieu à un nouveau départ de feu. Vigilance, donc effectivement, vous le rappelez, Christine Bouillot. Un petit point rapide sur l'Aude aussi, parce que vous avez l'œil également sur le département voisin. Ouais. Absolument, j'allais y venir. Donc le département de l'Aude, là, la situation est un petit peu différente. 2000 hectares brûlés. Donc pour l'instant, le dispositif n'est ni maîtrisé ni fixé. Le feu continue, mais il n'avance plus. Là aussi, le travail se fait d'arrache-pied, mètre par mètre. On va vers les fumerolles et on noie toutes les fumerolles qui pourraient donner lieu à un nouveau départ de feu. Le dispositif donc reste celui-là. Donc à l'heure où je vous parle, pour l'instant, on ne peut pas parler ni d'un feu maîtrisé ni fixé, mais il ne progresse plus. Donc c'est la grosse différence. Donc de ce côté-là, la surveillance va rester, on l'a dit, jusqu'à nouvel ordre, puisque la superficie, vous imaginez, c'est 2000 terrains de football qui sont partis en fumée en l'espace de 24 heures. Donc il faut absolument rester vigilant sur ce secteur. Le vent continue de souffler. La seule petite lueur d'espoir, j'ai envie de dire, pour la façade méditerranéenne du côté de l'Aude et un peu de l'Hérault, c'est le retour demain attendu de ce qu'on appelle le vent marin, ce vent qui va venir de la mer. Un peu d'humidité donc. Eh oui. Et qui va faire baisser la température. Les vacanciers ne vont peut-être pas apprécier, mais ça va donner de l'air et un moment de répit aux pompiers qui ont été mobilisés. Jusqu'à 1000 pompiers ont été mobilisés dans l'Aude. Et c'est le plus important, effectivement. Alors enquête, bien sûr, Christine, on vous laisse retourner au PC sécurité. Vous nous avez fait le point sur l'Hérault, sur l'Aude. On fera aussi tout à l'heure un point sur les Bouches-du-Rhône à Marseille. Évidemment, Sud Radio à votre écoute. Et si vous, les auditeurs, vous voulez témoigner, vous avez un point de vue sur la situation, 0826 300 300, Judith. Merci Christine Bouillot. Tout de suite, d'ailleurs, puisque on parle d'auditeurs qui appellent, on part au 0826 300 300 pour écouter Marie-Christine qui nous appelle d'Eure-et-Loire. Oui, bonjour. Bonjour Marie-Christine, comment ça va ? Bonjour. Avec le soleil, très bien. Ah oui, oui, c'est vrai que l'Eure-et-Loire, c'est quoi, à côté de Chartres ? Exactement. Quand le soleil va, tout va.
Bon, là, ça va un peu moins, Marie-Christine, parce que vous avez un coup de gueule à passer sur les affiches antisémites qui ont été collées dans le Var. Exactement, c'était mon coup de gueule. J'ai entendu cette information tout à l'heure sur les médias. C'est absolument... Je crois qu'il n'y a même pas de mots. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est... que l'on soit antisémite. Bon, à la limite, je veux bien, enfin, j'apprécie pas, mais je veux bien, mais qu'on puisse l'afficher de cette façon-là, à visage découvert, parce que si j'ai bien compris, cet affichage, il est commandé... Alors, je vous coupe, il y a eu un visage caricaturé d'un rabbin placé à l'avant d'un missile avec comme inscription « Missile rabbin pour écoles et hôpitaux ». Ouais. Et on rappelle, l'antisémitisme est un délit, donc en fait, bon, je comprends votre formule, mais voilà. Ouais. Et donc, vous alertez contre ces agressions qui sont de plus en plus fréquentes, c'est ce que vous dites? Absolument, oui. Et qui sont absolument inadmissibles et scandaleuses. Et j'espère que la personne qui ose le faire à visage découvert va être sanctionnée très sévèrement. Parce que ça n'a pas de nom. Merci beaucoup pour votre témoignage. Anne-Lorraine Rousseau, très rapidement, qu'est-ce que ça vous évoque ? Simplement, il faut être préparé au fait que ça va arriver de plus en plus fréquemment, parce que c'est pour le moment, il me semble, impuni, qu'on n'est pas à la première affiche antisémite ou avec un semblant d'antisémitisme caché ou pas caché vraiment. Ça va arriver de plus en plus, il faut que ce soit puni. Je suis pas sûre que ce soit le cas, on va en reparler tout à l'heure, ça va être un de nos sujets avec la lutte contre la haine en ligne. Oui, vous allez voir que les associations qui ont été choisies, à mon avis, ne vont pas nous aider dans le combat contre l'antisémitisme. Ah, ok. Rosie Bordet. C'est très choquant, et plus ça va et plus on tire de plus en plus loin, c'est-à-dire que l'affiche, après avec des mots écrits sur les murs, enfin aujourd'hui on agresse les gens. Moi je me pose juste une question, à quel moment on va punir ces gens? La justice va prendre en compte et elle va aller un peu plus vite justement pour régler ces problèmes. Merci Marie-Christine, vous restez avec nous puisque vous êtes notre auditrice fil rouge. On va la retrouver pour les débats, les jeux, etc. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de participer aux Vraies Voix, vous appelez le 0826 300 300 parce que Sud Radio vous donne la parole. Et puis parle en vrai sur Sud Radio, bien sûr. Et c'est les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu bientôt. Et puis surtout, le Tour de France. Ah oui, tout va arriver là. Allez, à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h19 sur Sud Radio, c'est l'heure des 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Vos 3 mots du jour, Félix: incendie, perquisition et concession. L'incendie qui a touché Marseille est désormais fixé, indique la préfecture. Les flammes laissent un paysage de désolation et des habitants hagards après une nuit blanche. Le siège du RN perquisitionné pour une enquête sur les campagnes électorales de 2022 et 2024. Les policiers investiguent sur des prêts octroyés par des particuliers au parti. Le Rassemblement national qui dénonce de son côté un scandale démocratique. À suivre aussi, les très lucratives concessions autoroutières devraient bien rester au privé. Elles arrivent à terme, mais le gouvernement veut les renouveler, mais en contrepartie d'un contrôle plus strict, promet le ministre des Transports. Et puis l'Olympique lyonnais va finalement rester en Ligue 1. Gros ouf de soulagement du côté de Lyon. Les Vraies Voix Sud Radio. C'est bien un véhicule en feu sur l'A55 qui a provoqué l'incendie des Pennes Mirabeau qui a touché Marseille, confirme le procureur aujourd'hui. Des flammes désormais fixées, laissant 750 hectares détruits, une dizaine de maisons touchées, dont une dizaine détruites. Beaucoup ont passé la nuit à arroser, à protéger les habitations près de chez eux, comme par exemple Olivier dans le quartier de l'Estac à Marseille. On était les derniers à arroser, que ce soit les jardins des voisins, en face, les pins. Et quand on a vu que ça avait sauté, que c'était en bas, de l'autre côté de la route, c'était à 5 mètres du portail, même pas, il était temps de partir parce que on n'est pas des héros, on n'est pas des pompiers. C'est leur métier, c'est eux les héros. Là, ce qui est marquant, c'est de voir la colline noircie, les arbres en fumée, et à côté, il y a des maisons intactes. Exactement, comme la mienne, comme celle des voisins, comme les voisins d'à côté. Et vous passez 2-3 maisons plus loin, il n'y a plus de maison. J'allais dire, c'est la loterie. Pour certains, c'est toute une vie, même depuis les grands-parents. Ce quartier, il est quand même ancien, il y a des anciens. C'est triste, c'est une histoire qui s'en va. Il faut compter qu'on est vivant. On va reconstruire, et la colline, d'ici 2 ans, 3 ans, elle va reprendre ses couleurs.
70 habitations touchées, dont une dizaine détruites. Donc Olivier, habitant du quartier de l'Estac, au micro de Lionel Maillet. On sera en direct avec Lionel d'ailleurs dans 1 heure dans les Vraies Voix sur Sud Radio. On entendait Christine Bouillot tout à l'heure. L'incendie de Castelnau-de-Guers est désormais fixé dans les roues entre Sète et Agde. 400 hectares brûlés. Celui de Montardier dans le Gard n'est pas encore maîtrisé, indiquent les pompiers. Il a parcouru 500 hectares. Et puis du côté de Narbonne, dans l'Aude, 2000 hectares touchés. Les flammes toujours actives, mais elles ne menacent plus les habitations cet après-midi. 18h10, le point à Marseille pour les incendies. Deuxième mot, Félix, perquisition. Le RN visé par une enquête sur le financement de ses campagnes électorales. Oui, perquisition au siège du Rassemblement national dans une enquête pour financement illicite des campagnes de 2022 et 2024. Une vingtaine de policiers, 2 juges d'instruction investiguent sur des prêts octroyés par des particuliers au RN. Alors, grosso modo, ils se demandent s'ils ont bien été remboursés, auquel cas ce serait considéré comme des dons dissimulés. En tout cas, devant le siège du parti, en pleine perquisition dans le 16e arrondissement de Paris tout à l'heure, Laurent Jacobelli, député et porte-parole du RN, dénonce une procédure politique. C'est un véritable scandale démocratique que nous assistons, inédit dans la Ve République, sous prétexte de vérifier des prêts que nous auraient fait des adhérents. La police est arrivée aujourd'hui et a mis la main sur l'ensemble de nos données, bien évidemment les données financières, l'ensemble des mails, des notes privées de nos dirigeants. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, le premier parti politique de France n'a plus aucun secret pour le gouvernement. Nos listes de candidats, nos programmes, la manière dont nous souhaitons faire campagne, nos stratégies sont connues du gouvernement. Laurent Jacobelli, député, porte-parole du RN, des perquisitions aussi au domicile de certains dirigeants du parti, indique le parquet. Ça intervient au lendemain de cette autre enquête, cette fois du côté du Parlement européen, sur des dépenses de plusieurs partis tout à droite de l'hémicycle européen, dont le RN et ses partis frères au sein de son ancien groupe. Réaction de nos vraies voix. Anne-Lorraine Rousseau, ce que dit Laurent Jacobelli, victimisation finalement. Ça prend ça comme argument ou pas ? Franchement, je sais pas. Enfin, j'attends de voir en fait concrètement l'enquête, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Si il y a détournement, non, mais si les comptes ne sont pas clairs, évidemment, il faut répondre à cette question-là. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Après, j'attends de voir aussi la réponse du RN à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont bien se défendre ? Je suis pas sûre qu'il l'ait particulièrement bien fait, par exemple pour Marine Le Pen au moment de son inéligibilité, mot très compliqué à dire au demeurant. Vous dites ça parce que moi j'ai pas réussi le mien précédemment. Chaque fois, je réfléchis avant de le dire. Vous l'avez dit que c'était une attitude, la blondeur. Et donc voilà, donc j'attends en fait concrètement de voir. Ça vient de sortir, on n'est pas encore vraiment au courant de tout ce qui s'y passe. Je pense que la victimisation, c'est pas la bonne stratégie non plus, parce que tout le monde fait ça, et à chaque fois, ça ne fait qu'exaspérer les Français et les Français qui payent au niveau national et européen. Donc je pense que c'est pas la bonne solution, donc on attend de voir. Pour rebondir sur ce que dit Anne-Lorraine Rousseau, on est un peu dans l'ère de la victimisation en ce moment, Rosie Bordet, non ? Je retiendrai le mot exaspération. Je crois que les Français sont exaspérés parce que le RN, à chaque fois, se victimise par rapport à tout ce qu'ils font, qui sont dans l'illégalité. Je pense s'il y a enquête, s'il y a perquisition, c'est qu'il y a quand même des choses. Moi, je suis pas ni avocate, ni quoi que ce soit au sein de la loi, de la justice, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de donner cette image-là aux Français, parce qu'au fait, c'est un dégoût de la politique. Je vais aller plus loin de ça, c'est un dégoût de la politique, que ça soit à droite, à gauche, peu importe, mais aujourd'hui, l'image qu'on donne des politiques, c'est vraiment à en vomir. Moi, je suis élue locale dans une petite commune, je peux vous dire que tout ça, ça laisse les gens, au fait, c'est une espèce d'abandon à la vie locale, à la vie de la cité. Donc il faut vraiment faire très attention. Je pense s'il y a enquête, il faut laisser l'enquête aller jusqu'au bout et voir ce qu'il va en être. Mais c'est aussi bien, il y a eu la droite, il y a eu le RN, il y a eu la gauche, il y a toujours des histoires. Donc à un moment donné, les gens n'ont ras-le-bol. Les gens n'ont ras-le-bol. Mais toujours, le RN est toujours en train de crier, d'aboyer, mais finalement, la justice a quand même rendu les résultats. Alors, votre troisième mot, Félix, concession. Le gouvernement veut maintenir les autoroutes dans le giron du privé. Oui, les concessions des autoroutes françaises. Ça me va. Elles sont censées arriver à leur terme dans quelques années, ces concessions au privé, mais elles vont être renouvelées. Enfin, en tout cas, c'est ce que veut le ministre des Transports. Il le confirme à l'AFP cet après-midi, à l'agence France Presse. Très lucrative, cette concession au privé est l'objet de beaucoup de critiques. En contrepartie du maintien donc de ces concessions, de cette délégation, le gouvernement indique qu'elles vont avoir un
un cadre plus exigeant, mieux contrôlé, un pilotage plus strict de l'État, avec notamment c'est ce que promet le ministre des Transports, un fléchage de l'intégralité des recettes des futurs péages vers les infrastructures de transport, vers le ferroviaire notamment, régénération du réseau. Voilà les arguments du gouvernement pour faire avaler la pilule aux automobilistes qui grinchent au péage, puisqu'il y a un rapport récemment qui avait indiqué qu'elles étaient particulièrement lugres, comme grincheux. Ils ont les dents qui grincent aussi. Oui. Ils sont en même temps, si on veut tracer, on voit les profits que fait Vinci, par exemple, puis on comprend assez vite. C'est notre futur nouveau job. Allez, un petit mot sur l'Olympique lyonnais qui va rester en Ligue 1. Oui, gros ouf de soulagement à Lyon, club repêché par la DNCG, le gendarme financier du foot français. L'OL a failli pour mémoire descendre en Ligue 2 à cause de l'état de ses finances. Merci beaucoup Félix. Allez, dans un instant, le grand débat du jour. François Bayrou a présenté son projet de réforme de l'administration territoriale de l'État visant à renforcer les pouvoirs des préfets. Il propose une année blanche des dépenses publiques avec un gel partiel des prestations sociales. C'est une mesure qui promet plus d'efficacité mais qui soulève, on le sait tous, de vives inquiétudes sur les conséquences sociales notamment. Car parmi les propositions récurrentes et notamment celles formulées par les sénateurs, le gel des prestations sociales tient la corde. Plus généralement, et c'est l'objet de notre question sur le compte X, projet de réforme Bayrou, faut-il geler les dépenses publiques pendant un an ? On vous donne le résultat de la petite consultation. Allez-y, le compte X, la question, faut-il geler les dépenses publiques pendant un an, Judith ? Et si vous voulez réagir, 0826 300 300. Pour en parler, nous sommes avec Benoît Perrin, qui est directeur de Contribuables Associés. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, une question rapide avant de reprendre juste après la pause. Pour vous, Benoît, mesure de bon sens, du coup, stratégie à haut risque social ? Stratégie de bon sens et stratégie à haut risque social. Ah, bah voilà. Vous êtes normand. Le Tour de France est en Normandie aujourd'hui, ça tombe bien. Centre. Allez, parlons vrai sur Sud Radio, là où les faits comptent plus que les postures. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et dans un instant, le grand débat avec nos deux vraies voix du jour ou du soir, puisqu'on s'en rapproche. Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles, est avec nous. Face à elle, ou avec elle, ou contre elle, ou je ne sais pas d'ailleurs. Rosie Bordet, fondatrice et directrice de l'agence en communication RB Associés et adjointe au maire du si beau village de Saint-Georges de Rintembeau dans l'île-et-Vilaine. Que c'est bien descendu. Et puis sans oublier Benoît Perrin, notre invité qui est directeur de Contribuables Associés. Le grand débat du jour, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. François Bayrou a présenté hier son projet de refonte de l'administration territoriale de l'État. Au centre de cette réforme, un renforcement du rôle des préfets et une proposition choc qui suscite la controverse. Instaurer une année blanche pour les dépenses publiques avec notamment un gel partiel des prestations sociales. L'ambition est claire, gagner en efficacité et limiter le gaspillage. Mais à quel coût ? Est-ce une réponse lucide à l'urgence budgétaire ou une pression supplémentaire sur les plus vulnérables ? Il faut faire 50 milliards d'économies. Certains parlementaires proposent de toucher les grandes fortunes. Pour d'autres, il faut geler les aides sociales. Faites vos jeux. La question sur le compte X du Sud Radio, de Sud Radio. Et pour notre débat, la voici. Projet de réforme Bayrou. Faut-il geler les dépenses publiques pendant un an ? Pour l'instant, vous dites oui à 66%. Donc non à 34%. C'est y a intéressant. pas de... Voilà, donc vous êtes plutôt... oui, non, mais il faut le préciser parce que des fois, il y a des ne se prononcent pas, etc. Donc plutôt option serrer la ceinture. Mais si vous avez envie d'enlever un cran, vous continuez de voter sur le compte X ou si vous voulez resserrer aussi, les deux ça marche. Ouais, chacun son truc. Alors Benoît Perrin, je vais vous reposer la question pour que vous étayiez un petit peu ce que vous nous avez dit juste avant la coupure. Pour vous, c'est tant une mesure de bon sens, qu'une stratégie à haut risque social, cette histoire d'année blanche. Alors oui, stratégie de bon sens, pourquoi ? Le sujet est assez simple, c'est qu'on a, tout le monde le sait, des gros problèmes budgétaires et on sait de l'autre côté qu'on a de gros problèmes politiques, c'est-à-dire qu'on peut pas faire voter grand-chose. Donc du coup, il faut se tourner vers les solutions avec le plus d'impact, c'est-à-dire celles qui permettent de réduire considérablement les dépenses de l'État et en même temps des mesures qui soient les plus acceptables possibles pour finalement quasiment tous les Français. Donc l'année blanche, c'est quoi ? C'est très simple, c'est qu'on se dit voilà, on a 1700 milliards de dépenses en 2025, eh bien on en aura exactement autant en 2026. Alors pourquoi on dit que c'est un effort budgétaire ? C'est un effort budgétaire parce qu'en fait, la dépense publique, si vous ne faites rien, en fait, elle augmente tous les ans. Avec l'inflation, pas seulement. Avec l'inflation, vous avez totalement raison. Deux, avec un certain nombre de prestations sociales qui sont indexées automatiquement sur l'inflation. Vous avez les retraites qui sont
qui sont indexés sur l'inflation. Vous avez aussi naturellement la revalorisation des traitements des fonctionnaires. Comme vous le savez, il y a une part de la rémunération des fonctionnaires qui est basée sur l'ancienneté. Donc par définition, ça monte mécaniquement. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle des plans pluriannuels de dépenses, typiquement sur le ministère de la Défense, où on s'engage chaque année à dépenser un peu plus. Ouais. Donc autrement dit, si on ne fait rien, la dépense publique augmente naturellement. Donc le fait de geler la dépense publique, c'est simplement de dire, voilà, on arrête cette espèce de mécanique infernale et on se dit, voilà, on stoppe la dépense et pour ce faire, il y a plusieurs leviers. Pardon, sauf s'il y a le Covid ou sauf s'il y a la guerre, mais enfin c'est une autre histoire. Ouais. Alors si on a le Covid de la guerre, c'est le problème en fait du couple qui a un problème de chaudière. C'est-à-dire que le problème c'est que un couple qui a un problème de chaudière, normalement il fait des économies pour justement mettre de côté au cas où il y a une crise. Le problème de la France, c'est qu'on met jamais de côté, on passe son temps en fait à payer le train de vie de l'État et du coup on n'a pas un copec si jamais il y a un événement inattendu. Alors il y a Jean-Philippe Tanguy du RN qui dit c'est le degré zéro de la gestion politique, si c'est pour faire cela autant remplacer le ministre des Finances par ChatGPT qui gérera tout aussi mollement les comptes de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne-Lorraine ? En fait, c'est ça la question, c'est où est-ce qu'on va geler, qu'est-ce qu'on va geler, qui va en pâtir et est-ce que c'est vraiment stratégique de geler tout le monde à la même échelle alors qu'il y a évidemment des secteurs dans lesquels la dépense est essentielle. On parlait justement du ministère de la Défense, on ne peut pas lésigner là-dessus dans le contexte actuel. Je pense aussi que ça va avoir... La santé aussi, par exemple. La santé, évidemment. Ouais. On l'a vu aussi, on parlait du Covid tout à l'heure. Voilà, on s'est retrouvés bien face au mur au moment où c'est arrivé. On est un peu les cigales dans tout ça. Et donc, évidemment, faut pas se laisser avoir par ces belles formules d'année blanche. Parce qu'en fait, le constat, tout le monde le fait. Les Français ont bien compris déjà. On parle de se serrer la ceinture, ils le font déjà tous. En fait, on le fait déjà tous. Donc voilà, c'est juste une stratégie de com. On va se serrer la ceinture, ça va aller mieux. Tout le monde sait qu'on va passer par là. Mais après, voilà, faut voir parce que les dépenses de santé, on peut pas faire autrement avec le vieillissement de la population. Est-ce que ça va pas aussi avoir un impact sur la consommation derrière ? Est-ce que derrière, on va aussi alléger les impôts sur les entreprises pour qu'elles puissent produire plus ? Enfin, voilà, il y a plein de si dans cette année blanche. Alors, Rosie Bordet, vous êtes élue en ruralité, donc vous allez pouvoir nous parler justement de l'impact que ça pourrait avoir, ce gel, par exemple, de certaines prestations sociales sur le peuple, objectivement, ou les gueux, comme les appellerait Alexandre Jardin. D'abord, pardonnez-moi, la dépense, je pense qu'il faudrait peut-être revoir déjà au sein de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dépense extraordinaire concernant les fonctionnaires, les millefeuilles administratifs, donc je peux dérouler, on en a pour un moment. Donc je pense déjà, il faudrait peut-être regarder par là. L'année blanche, oui, je pense que c'est utile. Compte tenu de la situation au sein de nos instances, la débandade totale de nos élus, donc pour voter quelque chose, effectivement, je pense que le Premier ministre a peut-être raison, c'est plus sage de mettre une année blanche. Maintenant, pour revenir à votre question, Judith, concernant la ruralité, élus dans la ruralité. Oui, forcément qu'il va avoir une répercussion sur nous, sur le terrain. Donc, il va falloir gérer. On gère déjà, nous, les cantines. Le quotidien, oui. Exactement. Alors, plus précisément, les ruralités, c'est plus les localités, en fait. Exactement. On voit déjà que les subventions sont en train de diminuer et que ça va aller encore plus dans ce sens-là, moins de subventions. Donc, les entreprises, pour s'installer, pareil, il faut alléger les charges pour que les entreprises puissent s'installer et embaucher pour le développement économique. Donc, je pense qu'on peut énumérer comme ça beaucoup de choses, mais moi, je partirais vraiment sur cette millefeuille administrative et surtout sur le nombre de fonctionnaires aujourd'hui et l'utilité. Peut-être qu'il faut avoir une vraie réflexion sur la situation de la France avec des gens qu'on paye. Les anciens présidents de la République, les anciens ministres, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Ça coûte énormément d'argent, mais ça doit être quelque chose d'un peu plus global aussi. Mais c'est toujours les mêmes qui vont payer. C'est toujours les mêmes. Benoît Perrin, est-ce que dans cette option, on l'a compris, alors appelons-le année blanche, gel des dépenses, etc., est-ce que forcément il y a une obligation de faire un choix politique? Est-ce que finalement vous ne dites pas il y a une réalité et il n'est pas question de dire je privilégie ça ou privilégie pas? Oui, quand même, c'est un choix politique avant tout. Alors c'est un choix politique avant tout. Maintenant, il faut reconnaître quand même que c'est une solution de facilité.
Mais c'est une solution de facilité. La solution de facilité, c'est l'année blanche. C'est-à-dire qu'en fait, on décide de rien. Il n'y a pas de choix politique, au sens où, par définition, en fait, on laisse les choses en l'état. D'où le choix politique à la Bayrou, quoi. Exactement. Donc ça, c'est pas faux. Mais la difficulté de cette solution, c'est qu'on sait qu'elle est temporaire et que surtout, elle permet à peu près, parce que c'est quand même, il faut parler chiffres, d'économiser à peu près 20 milliards sur l'effort budgétaire qui est demandé de 40 milliards. Donc c'est à peu près 50% de l'effort peut être fait quasiment en une seconde, en gelant, encore une fois, toutes les dépenses de l'État. Donc c'est quand même très efficace. Mais il ne faut pas se contenter de ça, parce qu'effectivement, si vous contentez de ça, vous n'arrivez pas à ces fameux 40 milliards, et de toute façon, ce ne sont pas des économies structurelles. Madame a raison. Les économies structurelles, c'est quoi ? Rosie Bordet. Ouais. Rosie Bordet a raison. Les économies structurelles, c'est quoi ? C'est évidemment regarder les retraites, c'est évidemment regarder la santé, c'est évidemment regarder le budget des collectivités locales, c'est de regarder le budget de la sphère sociale, parce que la sphère sociale, c'est quand même 50% de la dépense publique. L'État, c'est 30% de la dépense publique. Les collectivités locales, c'est 20% de la dépense publique. Donc, autrement dit, on ne peut pas se contenter de ça, et je vais même aller plus loin. Le drame, c'est que surtout, on ne peut pas se contenter de ça sur les années à venir. Comme vous le savez, simplement pour stabiliser la dette aux alentours de 110% du PIB, on doit faire à peu près 120 milliards d'économies sur les années qui viennent. Donc de toute façon, cette année blanche, elle va très probablement de toute façon se renouveler année après année, parce que on a des efforts considérables à faire simplement pour, encore une fois, maintenir le niveau de la dette par rapport à notre PIB à 110%. Donc effectivement, il faut bien avoir conscience que on est presque au début des efforts, simplement pour atteindre nos objectifs à la fois de dette et de déficit. Bon, on peut se reposer la question que posait Rosie Bordet au départ. Anne-Lorraine, par exemple, comment ça se fait qu'on ne va pas couper directement dans les dépenses sur effectivement les salaires qu'on verse encore aux anciens ministres, ou le nombre de députés, ou je ne sais quelle administration très lourde finalement, beaucoup de fonctionnaires, on le sait aussi, qui coûtent très cher à l'État. Pourquoi est-ce que ça serait toujours les mêmes qui trinquent ? On parlait de solutions de facilité, c'est clairement ça. C'est sûr que c'est plus facile de dire on va couper pour tout le monde, alors que ça va avoir un effet peanut sur la dette globale, sur le déficit global. Donc oui, c'est plus facile que de s'attaquer aux vrais problèmes. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, on parlait de dépenses sociales, mais aussi un gros sujet sur l'immigration. Encore une fois, on va dire encore que Valeurs Actuelles radote sur l'immigration, mais c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de dépenses inutiles aussi là-dedans, et on s'inflige quelque chose un peu gratuitement. C'est souvent évoqué d'ailleurs. On parlait des dépenses sociales, mais c'est souvent évoqué sur les protections sociales offertes aux personnes d'autres pays. On parle de la CMU. Voilà, et ça fait partie des débats. À un moment donné, il faut arrêter, parce qu'aujourd'hui, tout est relié à l'immigration. Dès qu'il y a un problème, voilà. Mais on ramène quand même le sujet sur l'immigration. Donc, je pense qu'il faut arrêter un moment et se poser aussi les bonnes questions. Donc, l'immigration, moi, je vais aller plus loin. C'est vrai qu'on accueille, les gens arrivent illégalement, etc. On accueille les gens, mais si on essayait de maintenir ces gens-là. Bien sûr qu'il y a les guerres, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les continents. Je parle plutôt du continent africain que je connais un peu. Donc, si on arrivait à développer ce pays pour que les migrants restent chez eux, moi, dans ma commune, on accueille des migrants mineurs, non accompagnés. Donc, vous croyez que ces petits jeunes-là, il y en a 12, de 9 ans à, allez, on va dire 17 ans, parce que quand ils sont majeurs, ils restent plus là. Vous croyez que ça leur fait plaisir de vivre encadrés tout le temps et d'être toujours de l'autre côté de la barrière, regardant ce qui se passe de l'autre côté, justement, dans le village. Lorsqu'il y a une fête, etc., on essaie de les inclure. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas, une maman africaine, quand elle est enceinte, est-ce qu'elle se dit « je fais à manger pour les poissons qui sont dans la Méditerranée ?» Non, à un moment, il faut arrêter. Je pense qu'il faut vraiment mettre le problème. Réglons les problèmes et arrêtons aujourd'hui avec l'immigration. Aujourd'hui, il n'y a pas d'immigrés, les restaurants ne fonctionnent pas. Donc, à un moment... Quand même, oui, bien sûr qu'il y a un coût. Mais mettons les Français au travail, pardon. Peut-être là, je ne suis pas du bon côté, mais mettons les Français au travail. Payons les gens avec leur vraie valeur du travail. Donnez-leur la façon... Moi, je ne supporte pas de voir les Français qui travaillent, les travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture. Vous trouvez ça normal ? Là, je parle pas d'immigration. Ils dorment dans la voiture précisément parce que le salaire, le travail ne paye pas. Le salaire ne paye pas. Pourquoi le salaire ne paye pas ? Il faut aller au bout du raisonnement. Oui. Parce que vous avez beaucoup de charges sociales qui servent justement à financer un certain nombre de prestations sociales presque sans limite. Pas forcément les migrants. Sur mon village, il n'y a pas de migrants. Je dis juste qu'on ne peut pas écarter l'immigration comme ça. Oui, non. C'est un problème parmi d'autres. Messieurs, c'est un problème. Merci. Nous avons une auditrice qui est en ligne au 0826 300 300. On rejoint Marie-Christine qui nous appelle de Nogent, le Roi, et qui est avec nous
pendant toute l'émission. Marie-Christine, voilà, c'est à vous. Oui. Bon, vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt du genre à dire il faut quand même qu'on se serre la ceinture, ou alors arrêtez, c'est toujours les mêmes nous qui faisons les efforts? Allô, est-ce que vous nous entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, parfait. Alors vous êtes plutôt du genre, oui, à vous serrer la ceinture, ou à dire c'est toujours les mêmes qui sont obligés de faire des efforts? Bah, écoutez, vous avez Monsieur Perrin de Contribuables Associés, que je salue parce que je suis adhérente de cette association depuis plus de merci madame. Vous voyez, Monsieur Perrin, merci beaucoup. C'était donc elle. Merci, je plaisante. Parce que je vous dis que c'était elle l'auditrice de Sud Radio, non? Attendez, alors. Faut qu'on l'écoute. Excusez-moi, Marie-Christine, on vous entend pas. Allez-y, parlez plus fort. Oui, ça fait des années que Contribuables Associés donne des réponses extrêmement argumentées à ce genre de questions, et personne, aucun politique n'en tient compte. C'est absolument scandaleux. Parce que là, il y a vraiment des points d'économie tout à fait substantiels, intéressantes, utiles et nécessaires. Voilà, merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Christine. C'est un témoignage du bon sens. Mais vous restez là, hein, Marie-Christine. Vous restez avec nous parce qu'il y a encore des trucs qui se passent. Ouais. Alors, on va remercier notre invité Benoît Perrin, qui est directeur de Contribuables Associés. Merci d'être venu partager pour votre invitation. avec nous. À bientôt avec ses administrés. Merci beaucoup. Qui est bien organisé. Voilà, puis on reste avec Anne-Lorraine Rousseau et Rosie Bordet tout de suite. Ça va être la suite de l'émission et le Tour de France, tout à fait. On y va. Sud Radio fait son Tour de France en direct. La 5e étape au programme, un premier grand rendez-vous aujourd'hui puisqu'il s'agissait du contre-la-montre de 33 km autour de Caen en Normandie. Est-ce que Vincent Barthaud est avec nous? C'est Pascal Chanteur, si c'est pas l'un c'est l'autre, mais c'est tout aussi bien, ils ont tous les deux fait le Tour de France et brillé. Le contre-la-montre 33 km avec une victoire attendue, c'est tout sauf une surprise, la victoire de Remco Evenepoel. Pascal Chanteur. Oui, Remco Evenepoel était le grand favori de ce contre-la-montre. Il était important pour lui de gagner ce chrono parce que c'était la priorité de ce Tour de France, de ce 112e Tour de France pour lui. Et le fait de ne pas gagner aurait été un véritable drame pour Remco. Il gagne avec 16 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. Ça veut dire que ces 16 secondes de reprise, le grand battu du jour, ça serait qui? Alors, ça serait peut-être Jonas Vingegaard. Oui, bien sûr. Jonas Vingegaard a fait une véritable contre-performance aujourd'hui. Je pensais qu'il allait être beaucoup mieux que ce qu'il a été sur ce contre-la-montre en terre. Ah, on vous a perdu. En terre normande, vous disiez, et on vous retrouve. Allez-y. Et voilà. Et donc, Jonas a perdu beaucoup de temps. Il est à plus d'une minute. 1 minute 21 de perdu, oui, sur Remco Evenepoel. Effectivement. Vous qui êtes le président du syndicat des coureurs français, des belles performances françaises aujourd'hui, Pascal Chanteur. Ah oui, Kevin Vauquelin, superbe, héroïque. Il est 4e au général aujourd'hui. Et ça, c'est une véritable performance avec un superbe chrono. Non, on savait Kevin Vauquelin performant dans les contre-la-montre et aujourd'hui il l'a démontré. Donc là c'est pour le classement général et puis Bruno Armirail, le champion de France qui se classe 4e. 4e précisément. Alors, donc je redonne le classement. 1er Remco Evenepoel, 2e Pogačar à 16 secondes, 3e Edoardo Affini, l'italien, et puis les deux Français, Bruno Armirail et Kevin Vauquelin. Au classement général, Pogačar compte 42 secondes d'avance sur Evenepoel, 59 secondes sur Kevin Vauquelin, Jonas Vingegaard à 1:13. Et puis le grand battu du jour, il perd son maillot jaune, le petit Mathieu Van Der Poel. Bah oui. Oui. Bah écoutez, c'est pas son terrain de prédilection. Il l'a perdu, mais c'est pas très grave. Il vise aussi des victoires d'étape. Et là, il va être beaucoup mieux sur les terrains qui arrivent dans les prochains jours. Et surtout en toile de fond, le Mur de Bretagne, là où il l'avait déjà remporté. Merci Pascal Chanteur. Merci depuis Pascal.
Et je voulais juste dire quand même qu'à 19h, on a rendez-vous avec vous, Fred, pour les vraies voix qui prennent l'air ou quand les sports mécaniques se mettent au vert. Et c'est une spéciale. Oui, voilà. on fera les sports mécaniques, on mettra un petit moteur, ça va faire vroom vroom. mais propre. Voilà. Propre le moteur. Allez, Sud Radio, parlez vrai, gagnez mieux, à vous de jouer. Vous voulez jouer avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, c'est le quiz musical. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et vous avez bien raison de choisir Sud Radio, il est 17h51, on est content d'être avec vous. Et puis, je le répète, au défaut, on est avec un plateau très très féminin aujourd'hui. On est avec Anne-Lorraine Rousseau, qui est journaliste pour Valeurs Actuelles. Et puis Rosie Bordet, qui est maire adjointe chargée de tout. 5 délégations, au moins. 5 délégations du petit village, j'allais dire de la petite ville, de la petite ville, de Saint-Georges de Rintembeau. Une belle commune de 1539 habitants. 1539, oui. C'est un bon chiffre. Ouais, c'est un bon chiffre. Allez, dans l'Ille-et-Vilaine, bien sûr. Alors, on dit le quiz musical, mais sinon on peut dire le blind test aussi, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors sur Sud Radio, on fait pas de bruit pour rien, vous savez, on va vibrer avec le choix musical de Frédéric Brindel. Oui, et on appelle Marie-Christine, évidemment. Marie-Christine, voici. Alors Marie-Christine, vous avez été excellente sur le coup de gueule, vous avez été excellente dans le débat, parce qu'en plus vous avez rendu notre invité heureux. On y va par le haut. Vous êtes obligé de gagner, donc je rappelle le règlement. Vous n'avez pas du tout la pression. C'est un match. Non. C'est un match qui vous oppose, Marie-Christine, et à Rosie et à Anne-Lorraine. C'est-à-dire, c'est chacun pour sa paroisse, ou son équipe, ou sa pomme. Nous vous faisons écouter un extrait. Il faut donner l'interprète. Vous répondez le plus rapidement possible. Il y a 9 extraits. Mathématiquement, il y aura un vainqueur. Vous avez compris. Je fais le décompte et Judith envoie la musique. Moi, je dis le thème parce que vous déclarez aujourd'hui. Grande déclaration, n'est-ce pas ? Oui, c'est marrant. Ça déclare sur Sud Radio. Premier extrait. C'est parti. Si tu veux m'essayer, même une semaine. Marie-Christine, vous l'avez ? Non. Ah, quand même. J'ai la voix, mais je serais. C'est un de nos grands. J'ai la voix. C'est un de nos grands ténors. Un ténor. Je ne saurais pas dire le nom. Non. Et il y a un ténor. Et il y a tous les auditeurs de Sud Radio qui disent comment ça mais je suis désolée pour eux. C'est. Non, je trouve pas. Alors au téléphone, c'est pas facile. Bon, le ténor quand même de la chanson française. Enfin. Oui, je vois très bien avec. Il vient d'être malade. Et voilà. Voilà. Florent Pagny. 0 point. Pourquoi moi j'ai un bip faux ? Je n'ai pas compris. J'ai dit la bonne réponse, moi. Oui, mais vous ne jouez pas, Judith. Bon, voilà. Deuxième extrait ? Oui. Vanessa Paradis. Oui, Rosie Bordet ouvre le score, but de la tête. Ah bon ? Ah bah oui, ça se joue intellectuellement. Ah d'accord. 1-0-0. Allez, numéro 3. J'ai troqué mes clics et mes claques. Vianney. C'est Égalisation d'Anne-Lorraine Rousseau. Marie-Christine, il faut parler fort pour qu'on vous entende. Oui, non, là, je suis pas très forte, là. Bon, mais vous aimez la musique quand même ? Ah oui, peut-être pas la même que vous. Alors écoutez, ça va arriver. Souvent le visage vient à l'esprit, mais le nom nous échappe. D'accord, moi j'ai le même problème. C'est peut-être pour vous celui-là. Écoutez. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Damso. Non, pas Damso. Non, pas du tout. Attendez, Marie-Christine, vous avez dit quoi ? Rien. Le Marseillais, comment il s'appelle ? Le Marseillais. Une fois. Si je dis un truc, personne va trouver. Donc, Deux fois. Mais je vois la tête encore. Non, ça je ne veux pas, je ne veux pas savoir, Marie-Christine. Il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est quand même une question de génération. Non, quand même, il est pas décédé. Non ? Je vois très bien, il n'est pas décédé. J'ai mélangé avec le rappeur qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui correspond dont je ne me souviens plus. Judith vient de se tromper. Ça peut arriver. Oui, Renoir, et c'est donc Black M. Ouais, Renoir, c'est ça, voilà. Voilà, donc c'était Black M. Black M. Votre attention, voici le 5e extrait. Black M. 5e extrait. Je veux pas me retourner, c'est sûr, elle doit me regarder. Pas du tout. À tous les coups, elle m'a vu. Elle fait genre, je l'ai pas reconnue. Pas du tout. C'est Raoul Delaf, mais je suis pas sûre du tout. Marie-Christine, non, vous avez pas une petite idée ? Je connais la chanson, mais je me souviens plus du nom du chanteur. Rosie, vous ne l'avez pas ? Non.
Vraiment. C'est perdu. C'est Baba. Benabar. Vous allez tous me le faire. Non, j'ai fait exprès, là. J'ai fait exprès. Bon, C'est personne ne va- Benabar, je n'ai pas reconnu. Hein. Moi non plus. Ça fait 1 pour Rosie, 1 pour Anne-Lorraine, 0 pour Marie-Christine qui va trouver celle-ci, j'en suis Celle-là, sûr. vous allez la trouver, Qui Marie-Christine. chante? Juste quelqu'un de bien. Allez, Marie-Christine. Quelqu'un de C'est pas la plus connue du jeu non plus. Hein. Bah. C'est Enzo, pareil, c'est Enzo. une chanson que je bah, connais. voilà. Rosie qui prend l'avantage, 2-1, c'est Enzo, effectivement. Ah oui. Bon, la prochaine, franchement, Marie-Christine, la prochaine, je suis sûr que vous l'avez. Marie-Christine, au moins un point. Je suis sûr que ça va être Marie-Christine. Allez. C'est parti. Alors, Marie-Christine. Ah ben non, hein, c'est une chanson que je connais par cœur, mais le nom de... C'est de la bonne variété française. Ah ouais, ça nous... Horrible d'avoir la Alors, voix. mais son nom est une association de pays. Une fois, 2 fois, 3 fois. France Gall. Marie-Christine. Marie-Christine. Elle n'est pas loin. Attention, il ne reste que 2 extraits. 2 extraits, tout est encore possible. Alors, lui, il est quand même exceptionnel. Hein. Monseigneur l'astre Brassens. En même temps. Non, je l'ai dit avant. Je pense que c'est Rosie. Je l'ai dit avant. Maxime, il va trancher. Maxime, le réalisateur. Marie-Christine remporte les points. Ouais. Elle vous a pas demandé de tricher. Ouais, on vous oui. a dit. avec le Réloir. Oui, allez. C'est Rosie. Vous êtes d'une coupable indulgence avec moi. C'est joli. Allez, et la dernière. Sous aucun prétexte, je ne veux Françoise Hardy. Merci. Françoise Hardy, c'est une immense victoire de Rosie Bordet. Bravo. Mais derrière les 4 points de Rosie Bordet, il y a un match nul entre Anne-Lorraine et Marie-Christine. Vous n'êtes pas dernière, Marie-Christine. Oh, ça va alors, je suis rassurée. Merci Marie-Christine d'avoir Merci, joué Marie-Christine. avec nous. Vous êtes trop sympa. Merci de m'avoir fait jouer avec vous. Avec un grand plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez jouer d'ailleurs ou réagir à ce que vous entendez, 0826 300 300, c'est le standard de Sud Radio où la ravissante Aude vous attend. Et puis Sud Radio, c'est l'info sans pause. Ça va bien avec la musique derrière, comme ça, la ravissante Aude, n'est-ce pas? Sud Radio, l'info sans pause pour ne rien manquer. Les infos, c'est juste après une courte pause. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Et nous sommes C'est mieux quand repartis j'ai pour ouvert un le petit micro. tour. Bah oui, moi j'y vais. Hein. N'en perdez pas votre voix. Voilà. Nos vraies voix ce soir avec nous et avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles. Et puis Rosie Bordet, la fondatrice et directrice de l'agence de communication RB et associée. Elle est aussi adjointe au maire de la ville du village de Saint-Georges de Rétambeau en Ille-et-Vilaine. Et puis à 18h08, nous avons un gagnant pour notre jeu. Alors déjà, déjà bonjour Dominique. Oui, bonjour. Oui. Bien bravo. C'est donc Dominique femme. Oui. C'est le problème de Dominique. Oui. Il y a aussi Claude. Ouais, voilà. Vous Claude allez et nous Dominique. chanter la chanson là? Non, quand même pas. Ah si, il y a une chanson. Oui, je connais. Bon, on va pas le faire. Donc Dominique, vous nous appelez de Toulouse, donc on suppose que vous nous écoutez régulièrement. Ah oui, tous les vous jours. nous aimez, on vous aime aussi. Bon, voilà. Magnifique. C'est une vraie relation de partage. Voilà. Bon, alors je rappelle ce que vous avez gagné. Bravo, déjà, bravo d'avoir gagné. Bravo, numéro 15. Oui. Alors, vous avez gagné un pack Lexon avec des objets design et connectés, des bubble lamps. Alors ça embête Frédéric parce qu'il voulait la bubble lamp dans le studio. Il n'en a pas, mais c'est vous qui allez la récupérer. C'est une lampe rechargeable et portable qui vous suit partout. Puis il y a des radios Tico, des enceintes Bluetooth minottées compactes, puissantes et résistante et puis parfaite pour écouter Sud Radio évidemment. Et puis le MacBank, c'est une batterie sans fil externe, compacte et magnétique conçue pour allier performance et élégance. Bravo Dominique, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné ça? Je suis très contente. Vous êtes très contente? Voilà. Bon, nous voudrons avoir un retour sur l'ambiance tamisée de la bubble lamp pour Frédéric Brindel, s'il vous plaît. Vous me direz si c'est reposant, calmant, comme Jeanne. Voilà. Voilà.
Merci Maxime. Eh ben on vous embrasse Dominique, bravo. Puis n'hésitez pas à nous rappeler quand vous voulez. D'ailleurs vous, chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez nous appeler, jouer, passer un coup de gueule ou whatever, c'est le 0826 300. Puis on va partir. Arrêtez de rigoler, parce que là c'est moins drôle. On va partir en duplex. Oui, tout de suite le point sur les feux. Vous suivez sur Sud Radio l'évolution de ces 3 points très problématiques depuis hier dans l'Hérault, dans le Gard, dans l'Aude. Et puis l'autre gros point, c'est de l'autre côté à Marseille, où Lionel Maillet, notre envoyé spécial pour Sud Radio, depuis hier matin 10h50 départ du feu, nous fait un point précis. Où en sommes-nous dans la situation marseillaise, Lionel Maillet? Est-ce que déjà le feu a pu être finalement maîtrisé? Oui, Frédéric, c'est la bonne nouvelle de cet après-midi. Elle est tombée à 16h, enfin du répit. Le feu est désormais fixé. Ça veut dire que les flammes ne progressent plus, mais des interventions sont toujours en cours. Les pompiers encore à pied d'œuvre, notamment aux lisières de cet incendie, qui au total aura parcouru quand même 750 hectares. Il faut rester vigilant. Il y a encore un peu de vent, du Mistral. Des reprises de feu sont possibles, nous dit le SDIS. 400 personnes auront été évacuées. Toutes ne peuvent pas encore rentrer chez elles par prudence, justement à cause de ces reprises possibles. D'autres découvrent aussi l'ampleur des dégâts dans les secteurs les plus touchés, le quartier de l'Estac au nord de Marseille dans le 16e arrondissement, la commune des Pennes-Mirabeau d'où est parti le feu hier matin. En tout, une dizaine de maisons qui sont totalement ravagées, parties en fumée, et un spectacle de désolation avec des collines qui sont ravagées et noircies par les flammes. Les enquêtes côté Aude et Hérault notamment ont révélé des négligences et ces fameux mégots de cigarettes. On rappelle l'origine du feu ça a commencé vers les Pennes-Mirabeau. Là aussi, c'est clairement identifié, Exactement, et c'est le procureur de la République de Marseille qui l'a confirmé cet après-midi, information qu'on avait et qu'on vous donnait sur Sud Radio depuis hier après-midi. C'est un feu de voiture sur le bord de l'autoroute A55, tout près des Pennes-Mirabeau, qui a déclenché ce feu, un véhicule en flammes donc, et les flammes se sont très vite propagées, attisées par un Mistral à 90 km/h. Les flammes se sont propagées à la végétation, à la pinède, à la garrigue, et voilà ce qui a fait brûler 750 hectares. Mais donc on le rappelle, la principale information, c'est que ça va beaucoup mieux à Marseille avec cet incendie qui est fixé. Merci Lionel Maillet depuis Marseille. 0826 300 300, vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio. On parle vrai avec vous et surtout, on vous écoute. On part au répondeur où Claire de Paris a un coup de gueule à passer. Alors là, je me permets de laisser un message puisque vous parlez des femmes, de la santé. Je voulais vous dire que la ministre, Madame Vautrin, a en projet de moins rembourser certains soins pour les gens qui ont eu un suivi de cancer. Donc c'est grave, j'ose le dire, je suis peut-être excessive, mais moi j'ai eu malheureusement une rechute de cancer du sein et je peux dire que je ne suis pas très entourée et avec de l'aide concrète et que je fais ce que je peux, que je suis plutôt dynamique, allant de l'avant, mais il y a un moment... trop, c'est trop. Alors cette auditrice Claire de Paris réagit à l'émission que j'ai faite hier soir de 19h à 19h30 qui était une spéciale accès aux soins pour les femmes et effectivement avec une doctoresse qui a monté un institut qui s'appelle l'Institut du Sein où les femmes sont prises en charge de A à Z mais ce n'est pas un institut public. Qu'est-ce que vous en pensez Rosie Bordet de ce gouvernement qui cherche à réduire des dépenses absolument partout et y compris dans des endroits où il faudrait vraiment pas y toucher quoi? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas toucher, c'est vraiment la santé. La santé de nos concitoyens et encore là concernant le cancer et quand je vois le nombre de personnes atteintes de cancer et ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Je suis choquée par cette annonce parce que ce n'est pas possible. Il y a énormément de gens qui ont vraiment besoin et madame, je suis vraiment navrée pour vous. J'ai connu la maladie, je l'ai connue autour de moi également et on a besoin d'être soutenu et là, coup de massue, si en plus on n'est pas soutenu, en plus financièrement, je vous comprends totalement, mais c'est inadmissible.
Elle et notre auditrice Claire parle aussi de la difficulté à avoir un suivi. Donc là, bien sûr, c'est on baisse les remboursements de prestations, mais avant, il y a ce problème de suivi du traitement et dans des conditions qui sont souvent assez délicates. Anne-Lorraine Rousseau. C'est tout le problème de la santé en général. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Rosie Bordet qu'il y a certes les dépenses de santé, mais aussi les dépenses de recherche. Et sur le cancer, il y a énormément à faire. Donc il ne faut surtout pas les ignorer. On parlait tout à l'heure de gel des dépenses et potentiellement le ministère de la Recherche serait touché. Et pour moi, c'est vraiment, enfin, on peut pas laisser passer ça de côté. Après, pour le suivi, c'est, je pense, lié beaucoup au manque de médecins et à l'engorgement des hôpitaux publics. Et forcément, qui en paie le prix? Et ceux qui sont malades. Et alors, les infirmiers et les médecins, évidemment, d'une part, mais qui en ont totalement conscience. Et puis derrière, les malades. Donc voilà, est-ce qu'on dépense au bon endroit? Est-ce qu'on retire des dépenses au bon endroit aussi? C'est toujours un peu la question. J'ai l'impression qu'on priorise très mal à chaque fois. Et précisons que ce n'est pas une décision qui a été prise, mais que ça fait partie des 60 propositions, notamment proposées par l'assurance maladie, qui dépend évidemment du ministère et qui fait des propositions. Rien qu'à vous entendre, mesdames, déjà, on se dit qu'on va mettre un petit peu de pression. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez réagir. Vous le savez, le micro est à vous sur Sud Radio. Dans un petit instant, c'est l'info en plus de Félix Mathieu et il va nous parler de Saint-Ouen, de cette projection annulée du film sur Charlie et sur la plaidoirie de Richard Malka. On aura Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, au téléphone. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et à 18h20, c'est l'heure de l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix, c'est une décision très critiquée qui a eu lieu à Saint-Ouen. Il y a un cinéma qui a annulé la projection d'un documentaire important sur le procès Charlie Hebdo. Dieu peut se défendre tout seul. C'est le titre de ce film qui devait être projeté, où il est question notamment de la plaidoirie de Richard Malka, l'avocat du journal meurtri le 7 janvier 2015. Sauf que, effectivement, la direction de cette salle privée, salle baptisée Commune Image, a annulé la projection pour un motif jugé flou. Je cite: notre charte d'accueil interdit la tenue de manifestations à caractère politique. Cette annulation est indépendante de la qualité artistique du film ou du message qu'il porte. La projection, pour info, avait été initiée par le Printemps républicain, la LICRA, le Comité laïque République, mais aussi Vigilance Collège-Lycée, et le communiqué de préciser aussi: notre charte prévoit que les lieux et équipes de Commune Image ne peuvent pas être mobilisés à titre gracieux pour des événements portés par des mouvements politiques, ce afin de garantir, disent-ils, notre indépendance. En tout cas, la présidente de la région Île-de-France a réagi sur X. Valérie Pécresse se dit scandalisée de cette censure. Et comme l'hôtel de région Île-de-France se situe justement à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, elle se dit prête à organiser une projection dans l'auditorium du conseil régional. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le maire PS de Saint-Ouen. Bonsoir Karim Bouamran. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Votre mairie, dans un communiqué, dit aujourd'hui avoir appris cette décision avec étonnement et regret. C'est votre sentiment, ça, ce soir? Étonnement, regret et surprise. On n'a pas très bien compris la décision à la dernière minute de Commune Image. Donc déjà, ce que je voudrais, c'est vous remercier de me donner la possibilité de m'exprimer sur ce sujet-là pour la première fois. Bon, tout d'abord, mes équipes et moi-même avons toujours été du côté des défenseurs des principes de l'égalité, de la République, de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Et ça a été, c'est toujours notre ligne directrice. Si bien qu'il y a quelques années, nous étions les premiers à Saint-Ouen à appeler à manifester contre l'attentat de Charlie. Une fois qu'on a dit ça, la salle Commune Image n'est pas une salle qui appartient à la ville de Saint-Ouen. C'est, comme vous l'avez si bien rappelé dans votre présentation, c'est une salle privée. Donc nous, on n'a aucune mainmise directe sur la progression. En revanche, dès que nous avons appris cette décision, qui est regrettable et qui est très surprenante, nous l'avons, via le vice-président de la LICRA, proposé que nous puissions mettre à disposition une salle municipale pour que justement cette projection puisse se tenir dans les prochaines semaines au regard des contingences techniques, organisationnelles des responsables. Karim Bouamran, ce qui choque un peu dans la déclaration de Commune Image, c'est qu'ils disent que c'est une manifestation à caractère politique alors que c'est un film sur la République, puisque Charlie, c'est la République, le droit à la moquerie et le droit à la liberté d'expression, c'est quand même la base de nos valeurs. Oui, complètement. C'est le droit de caricaturer. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai été le premier à soutenir Charlie, à manifester aux côtés de toutes celles et ceux qui combattent pour la liberté d'expression, alors que je ne suis pas forcément
un premier fan de Charlie en tant que tel, mais le sujet n'est pas là. Vous avez raison, c'est la liberté d'expression, c'est ce qui fait la force de notre pays, la force de notre République. Et ce que je ne comprends pas, c'est l'explication de dernière minute de Comédie de l'Âge qui est, en plus d'être assez cavalière, irrespectueuse à l'endroit des organisateurs, qui n'est pas en phase avec les principes que nous portons à la ville de Saint-Ouen. Et toutes les personnes qui défendent les principes républicains, les principes de la laïcité, les principes de l'égalité, les principes de la liberté d'expression, dans pareilles circonstances, doivent faire bloc, surtout en ce moment. Alors, Karim Bouamrane, vous dites, et on l'entend bien, je ne comprends pas, on a bien compris votre position dessus, mais vous, qu'est-ce que finalement vous subodorez de cette décision? Est-ce qu'il y a une arrière-pensée? Est-ce qu'il y a une maladresse? Est-ce qu'il y a une stratégie? Quel est votre regard? Franchement, je ne voudrais pas faire présentation auprès de qui que ce soit parce que je n'ai pas tous les éléments. Mais ce qui m'étonne, même à partir du moment où on gère une salle, quelle que soit la salle, on n'agit pas comme ça, de la sorte. Et comme vient de l'évoquer Judith Belair, surtout quand il s'agit d'une question aussi noble qui est la défense de la liberté d'expression, de l'égalité, puis le combat Charlie. Donc là, je pense que ça aurait été de bonne loi de faire preuve de souplesse et pas de balancer cette histoire ou de se cacher derrière des couverts d'organisations ou de chartes dont on ne connaît pas, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà eu des films politiques à Comédie Image. Donc ce qui est assez est-ce que le problème, je vais vous poser la question très directement, Karim Bouamrane, est-ce que le problème c'est pas qu'il y a le CRIF là-dedans, tout simplement? Honnêtement, je ne rentre pas dans ces considérations. Si c'est le cas, ce serait très grave. Si on part du principe qu'il y a la LICRA, il y a le CRIF, on rentre dans une espèce de jugement qui peut avoir des relents racistes, antisémites et discriminatoires, je serai le premier à m'insurger et vous me verrez tout de suite à vos côtés pour pouvoir condamner cette position. Mais en attendant, je ne peux pas m'exprimer alors que je n'ai pas tous les éléments. Bien Ce que je sais en tout cas par rapport aux éléments qui sont en ma possession, c'est une salle privée, il y a une erreur, pour ne pas dire une faute qui a été faite à l'endroit des organisateurs parce que ça ne se fait pas. Un événement, on n'a pas un événement 48 heures ou 3 jours avant, et nous, en tant que puissance publique, on fera tout pour pouvoir accompagner les organisateurs compte tenu des valeurs qu'ils portent et des valeurs communes que nous portons, surtout en ce moment. Merci beaucoup Karim Bouamrane. Nous rappelons que vous êtes maire de Saint-Ouen. Merci pour votre témoignage. Excellente soirée. Merci vous aussi. Merci Félix Mathieu. Avec plaisir. Très intéressant. Allez, c'est parti pour l'œil du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France en direct. Ce rendez-vous était très attendu, la 5e étape avec un grand rendez-vous, 33 km contre la montre autour de Caen. Et c'est une victoire attendue, celle du champion du monde et champion olympique de la discipline, Remco Evenepoel, devant Tadej Pogačar qui prend le maillot jaune. Pascal Chanteur, notre consultant, est avec nous. Pascal Chanteur, ce soir à Caen, maillot jaune, Tadej Pogačar, maillot vert, Tadej Pogačar, maillot blanc à pois rouge, Tadej Pogačar. Ça y est, il a la main mise, le numéro 1 mondial? Non, et c'est clair qu'il a pris une grande option aujourd'hui par rapport à ses principaux rivaux. Il a enfoncé le clou face à Vingegaard. Vis-à-vis de Evenepoel, eh bien, il était à 16 secondes, donc ça veut dire qu'il a fait une très grande performance. Et Remco Evenepoel, eh bien, écoutez, on l'attendait, il a été à l'heure. Et il était important pour lui de gagner ce contre-la-montre parce que c'est l'épreuve de prédilection pour ce champion belge. Et aujourd'hui, il avait énormément misé sur cette journée en Calvados. Et le fait de l'emporter ne fait que consolider ses prétentions au podium. Après 5 étapes, le classement général, Tadej Pogačar est en jaune, 42 secondes d'avance sur Evenepoel, et 3e, ce n'est pas Jonas Vingegaard qui est 4e seulement, avec un retard d'1 minute et 13 secondes. Le 3e, c'est Kevin Vauquelin, le Français, à 59 secondes. Alors, on l'a notre champion cette année ou pas?
Non, mais alors Kevin Vauquelin a fait un superbe contre-la-montre. Depuis le début du Tour de France, il est omniprésent. Il montre toute l'importance et toute la confiance qu'il a auprès de son équipe Arkea BNB Hotel. Et il faut pas oublier qu'ils sont à la recherche d'un partenaire pour perdurer et de continuer l'aventure. Donc Kevin porte haut les couleurs de Arkea BNB Hotel. Et puis il faut pas oublier aussi Armirail 3e du contre-la-montre, donc 2 Français dans les 5 premiers, c'est fantastique. C'est pratiquement du jamais vu. Merci Pascal Chanteur, à demain sur le Tour de France. Merci Pascal. À demain, au revoir. Sur Sud Radio, on parle de tout, on parle de vélo, on parle de République, on parle de tout ce qui vous intéresse et qui vous touche en direct. Donc vous restez avec nous parce que dans un instant, ça va être le tour de table des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et alors, il est 18h32 et on va faire un petit rappel de nos vraies voix quand même. Ah bah nos vraies voix exceptionnelles ce soir, parce que Anne-Lorraine Rousseau, qui est journaliste à Valeurs Actuelles, vous l'avez entendu, beaucoup d'à-propos, beaucoup de génie finalement dans l'analyse. Et puis vous avez les chevilles qui enflent ou pas? Et puis Rosie Bordet, Bordet, et ce n'est pas un nom passé, c'est un nom présent, c'est un nom d'avenir même. À voir l'évolution de sa petite ville dans l'Ille-et-Vilaine, Saint-Georges de Rétimbaud, où elle est adjointe au maire et puis directrice de l'agence de communication. Non, vraiment, nos vraies voix ce soir, c'est exceptionnel. Et 18h33, c'est le tour de table de nos vraies voix exceptionnelles. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Anne-Lorraine Rousseau, vous êtes très intelligente aussi, puis vous allez nous parler des subventions de la mairie de Paris aux associations. Pardonnez-moi. Alors je recommence. Les subventions de la mairie de Paris aux associations. Oui, alors je suis partie de cette tendance, de cette mode actuellement sur les réseaux sociaux d'invoquer ironiquement la figure de Nicolas. Alors pour vous rappeler, Nicolas, c'est l'allégorie du contribuable moyen, actif et solvable, qui a l'impression de payer pour tout le monde et d'être le dindon de la farce, grosso modo. Nous, quoi, c'est ça? À peu près nous. Voilà. Et j'ai en parallèle vaguement entendu que se tenait début juillet le Conseil de Paris. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas là un exemple parfait du problème de Nicolas version parisienne? Et donc, j'ai commencé mes recherches par feuilleter le compte X de Transparence Citoyenne. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association citoyenne de lutte contre la corruption. Et ils font un travail remarquable que peu osent faire, parce que c'est quand même assez dur de se plonger dans plein de chiffres, etc. C'est-à-dire d'éplucher les subventions de la mairie de Paris, et notamment celles qui vont aux associations. J'ai regardé uniquement les subventions accordées en 2025. J'ai compté à peu près 350 associations bénéficiaires, le tout pour une somme d'un peu plus de 45 millions d'euros. Oh, quand même. Voilà. Alors j'ai catégorisé du mieux que j'ai pu les associations, on pourra me le reprocher si on veut, et j'ai remarqué que plus de 50% de la somme totale était allouée à l'éducation, aux crèches, aux bibliothèques, aux ludothèques comme ils les appellent, et à l'enfance en général, donc l'aide aux enfants victimes de violences, l'aide sociale à l'enfance qu'on connaît, la protection des mineurs, etc. Donc très bien, je dirais même rassurant. Ouais. Alors après, dans le tas, il y a quand même des trucs un peu étonnants. Par exemple, je cite, il y a des stages de médiation par l'animal où les enfants apprennent à découvrir des cochons d'Inde. Donc voilà, donc je pense qu'il y a tout n'est pas à prendre dans ces 50% faits pour l'éducation. C'est bien aussi de se familiariser avec les animaux. Disons que ça passe. Pour une fois que c'est des cochons d'Inde et pas des rats à Paris. Ça devrait être des rats, justement, j'y pensais. Mais sur mulot. Voilà. Après, dans tout ça, ensuite, en deuxième position de ce classement viennent les associations pro-migrants, avec 9,2 millions d'euros accordés. Alors là, il faut distinguer deux sortes d'associations. Il y a celle pour l'hébergement des migrants et celle pour l'accompagnement juridique, l'insertion professionnelle ou l'organisation d'activités, de loisirs ou de bricolage pour les enfants, etc. Il y a plein de choses. Pour la première catégorie, la ville de Paris réserve environ 8,5 millions d'euros. Donc 730 000 euros pour tout le reste. En comparaison, les associations dédiées au handicap reçoivent 556 000 euros. Celles pour l'environnement, alors qu'on a quand même une maire écolo à sa tête, 474 000 euros seulement. Sauf dans la Seine, hein. Voilà, beaucoup plus d'argent. Là, oui, encore, ça a été. Je suis pas sûre qu'on n'y ait pas des séquelles des premières personnes qui se sont baignées. Bref, pour les mieux lotis, on a les associations sportives et les initiatives artistiques qui reçoivent environ 1 800 000 euros. Le sport, c'est très bien. Après, pour tout ce qui est artistique, je me passerai de commentaires parce qu'on a un peu de tout et on va dire que c'est subjectif. De toute façon, on peut plus aller au spectacle à Paris, on peut pas se garer. C'est-à-dire que seul le spectacle parisien, parce que ça se termine à 23h et il n'y a plus de transport en commun. Il faut voir à quoi ressemblent les
spectacles aussi parfois. Mais bon, ça, à la limite, ça ne regarde que moi. Oui, voilà. Ça, c'est une question de point de vue et de goût. Oui. Vous vous appelez Rousseau, forcément, vous avez l'habitude Non, je prétends pas ça quand même. Vous êtes descendante? Non, ni de Sandrine, ni de Jean-Jacques. Tout c'est bien de le préciser. C'est bien pour Sandrine, bravo. Alors, ensuite, il y a une dernière catégorie qui ne représente pas une somme extraordinaire et même assez petite, mais il y a quand même quelques subventions pour des associations pro-LGBT qui proposent par exemple des cours de gymnastique adaptés pour les seniors LGBTQIA+, etc., du 11e et du 18e arrondissement par exemple. Et c'est sans compter, parce qu'il y a les subventions d'un côté, mais il y a aussi parfois un soutien financier par la ville de Paris qui devient en fait membre associé et qui donc participe en tant qu'adhérent en gros à ces associations. Et on conclut sur le sujet. Et voilà, et c'est le cas par exemple, je suis terminée avec un dernier exemple de l'association Égide qui développe des projets pour améliorer la santé mentale et le bien-être des activistes LGBTQI francophones en Afrique centrale et de l'Est. Donc on peut se poser la question de Nicolas qui paie parfois pour des services qui ne sont pas vraiment parisiens. Comme ça, c'est très clair. Votre tour de table, Rosie Bordet, crée un statut de l'élu local pour attirer les candidats un an avant le début des municipales. Expliquez-nous. Eh bien, c'est en cours de discussion d'ailleurs le sujet, donc le statut de l'élu. Et aujourd'hui, on parle de non-engagement et surtout des démissions des maires, enfin des élus. Donc, étant élu, moi, dans une commune rurale, comme vous dites si bien, Saint-Georges de Raintambault, avec 1539 habitants. Donc, aujourd'hui, l'élu local est responsable de tout. Donc, responsable de chemin qui n'est pas nettoyé après le passage du tracteur qui a laissé un peu de fumier sur la route. À ce point-là. La branche d'arbre qui tombe chez le voisin. Enfin, aujourd'hui, on est responsable de beaucoup de choses. On parle des agressions. Donc verbales, pas forcément. Je vous parle pas de Saint-Georges, mais en général. Donc les agressivités verbales. Ça peut aller aussi au-delà. On parle aussi des gens qui arrivent des villes, qui s'installent et qui ne supportent pas les chants des coqs, qui ne supportent pas les clochers. Et qui viennent voir les élus, évidemment. Et qui viennent voir les élus, les donc délations, etc. Et le sujet quand même principal, on a parlé de décentralisation. Et donc le maire, il n'a pas toutes ses responsabilités, il n'a pas tous les moyens de répondre justement aux demandes des habitants et des concitoyens. Donc à un moment donné, c'est bien de vouloir pousser les gens à s'engager. On a parlé de la sécurité, de la formation et même financièrement aussi de la protection sociale des élus. Mais à un moment donné, il faudrait quand même, j'ai envie de dire, remettre l'église au milieu du village et parler de l'essentiel. Aujourd'hui, c'est les manques de moyens et ça va être de moins en moins puisqu'on va supprimer des subventions. On a parlé tout à l'heure des finances de l'État, de la dette. Donc, à un moment donné, on parle de décentralisation et au fait, il n'y a pas de décentralisation. C'est un beau message. Alors, on est obligé de l'interrompre parce qu'on a le débat qui arrive, mais à travers votre déclaration, Rosie Bordet, vous, élu local, on a bien compris que ça devenait un sacerdoce, mais surtout une galère. Mais il faut vraiment vouloir, je veux dire, pour être élu. Donc, vous êtes passionné, vous, hein. Moi, je suis passionnée des territoires. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et je suis plus qu'enchaînée. Allez, dans un instant, le coup de projecteur. Le gouvernement crée une coalition d'associations soutenues par l'État, évidemment, puisqu'il l'a créée, et puis en lien avec l'Arcom, pour mieux lutter contre les contenus haineux en ligne. Il nous rappelle que les plateformes numériques sont responsables et que la France n'hésitera pas à appliquer des sanctions avec l'Union européenne si elle ne respecte pas leurs obligations. Cette fois-ci, c'en est trop. Toute cette violence verbale déversée le plus souvent anonymement sur les réseaux sociaux dégrade le vivre ensemble. La France et l'Union européenne pressent les propriétaires des plateformes. Notre question, vous y répondez sur le compte X, Réunion Haine en ligne. Faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Dites-nous ce que vous en pensez. On vous donne le résultat dans un instant. Oui, et puis on reçoit pour en parler Thierry Léandre Le Fur, qui est expert en comportement numérique et addictif. Bonsoir Thierry Léandre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, une question rapide et une réponse courte. Thierry, la création de cette coalition renforcée, est-ce qu'elle est suffisante pour vraiment combattre la haine en ligne ou est-ce qu'à votre avis, il faut aller plus loin? Alors, suffisante, oui, plus loin, il faudra surtout que ce qui est proposé puisse être appliqué. Voilà. Et ben voilà. Allez, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour donner votre avis. Aude vous attend au standard et puis nous on revient tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Attention, dans un instant, le coup de projecteur avec nos vraies voix ce soir. Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles, et Rosie Bordet, fondatrice et directrice de l'agence de communication RB Associés et maire adjoint chargé de tout, on l'a dit tout à l'heure, à Saint-Georges de Rétimbaud en Ille-et-Vilaine, petit village. Allez, c'est parti pour le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Contenu haineux en ligne, le gouvernement lance une coalition d'associations avec le soutien de l'État et en lien avec l'ARCOM, avec des associations comme le CRIF, la LICRA, SOS Homophobie, Oser le Féminisme et d'autres. L'objectif est d'améliorer le signalement des contenus haineux en collaboration directe avec l'ARCOM, qui est, vous le savez, l'autorité de régulation des médias. La ministre Aurore Berger rappelle que les plateformes numériques ont une responsabilité majeure et que l'État n'hésitera pas à engager des sanctions avec l'Union européenne si elles ne respectent pas leurs obligations. Meta, X et compagnie, hyper puissants, autorisent tout sur leur plateforme pour s'enrichir. Résultat, ce sont les relations humaines qui s'appauvrissent. Très souvent sous un pseudonyme, les plus violents déversent leur violence verbale au risque de détruire une personne et une entité éventuellement. Réunion haine en ligne. Faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Vous êtes nombreux à réagir sur ce sujet, sur le compte X de Sud Radio. Pour l'instant, ça a été réactualisé. Je vais vous le donner, mais la tendance, c'est non à autour de 60%. Non, vous n'êtes pas pour l'obligation d'être reconnu finalement. Vous préférez garder cet anonymat. Alors Thierry Léandre Le Fur, je rappelle que vous êtes expert en comportement numérique addictif et que vous êtes avec nous ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez de la réaction de nos auditeurs justement qui eux veulent garder leur anonymat? C'est un vrai sujet quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On protège en l'enlevant ou on attaque les libertés individuelles finalement quelque part? C'est toujours le dilemme. Alors la problématique du numérique, c'est que toujours on commence par faire des choses qui nous semblent jouables. Parfois on va un peu trop loin et parfois on va beaucoup plus loin. Alors tant qu'on n'a pas été trop loin, on se dit finalement on n'a pas besoin de créer des lois pour nous réguler, nous protéger. Et puis le jour où on commence à aller beaucoup trop loin, s'il n'y a pas eu de prévention, s'il n'y a pas eu de régulation, s'il n'y a pas eu de responsabilisation en amont, on est dans une mécanique addictive, c'est revenir en arrière, ça va être très compliqué. Et donc avoir le plaisir de s'exprimer, mais avec cette adrénaline supplémentaire qui est un peu trop forte liée à l'agression, on peut le dire, à l'agressivité, elle est très très dure ensuite à réguler. Bon, alors c'est bien sûr qu'une consultation, mais quand même 64% qui disent non, il faut pas supprimer l'anonymat. Pourquoi Anne-Lorraine Rousseau l'anonymat? Pourquoi l'anonymat ou pourquoi pas Non, c'est vraiment ma question, je vous mets mal à l'aise, mais allez-y. Non, en fait, Pourquoi ces gens veulent l'anonymat? Ce que je me dis déjà, c'est que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'anonymat vraiment, il y a du pseudonymat, comme ça dépend. Mais en fait, quand on s'inscrit, on a forcément rentré son nom. Maintenant, on doit même vérifier l'identité externe. Comment ça dépend? Il y a des hackers et il y a ce qu'on appelle, vous savez, les bots, là, les robots, en fait, qui balancent à fond de divers comptes qui sont en fait des fakes, et qu'on appelle des trolls. Voilà, j'ai retrouvé le terme. Est-ce que l'idée, c'est pas plutôt d'essayer de développer des techniques pour retrouver qui est derrière, qui sont, parce qu'il y en a plusieurs, derrière ces comptes, ces bots, ce hacking? En fait, je vois pas trop l'intérêt de cet anonymat. Ça peut être une solution, mais je pense que ça change pas grand-chose. Vous êtes vous dites oui, on peut garder l'anonymat. Pour moi, on peut garder le pseudonymat, comme ils l'appellent. Je vous remercie à L72. Parce que je pense que juridiquement, en fait, on retrouve les gens d'une certaine manière, et c'est ça qu'il faut développer surtout. Oui, alors la question se pose tout de même, Rosie Bordet, quand on a en face de soi des trolls ou des robots qui balancent comme ça de l'insulte a fortiori, qui sont pas forcément en plus des vraies personnes derrière, ou est-ce qu'il y a de l'anonymat, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Comment on fait pour retrouver justement dans ces cas-là les grosses machines qui balancent? Enfin, c'est pas si simple que ça, quoi. Je suis pas du tout pour l'anonymat, au contraire. Je pense qu'il faut vraiment, où on assume ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc, dans ces cas-là, pas d'anonymat. Et puis, surtout, on voit aujourd'hui, sur les réseaux, c'est surtout la haine, c'est la discrimination, l'agressivité. Donc, pour moi, je pense qu'il faut commencer par éduquer nos enfants, les parents déjà, pour les sensibiliser encore plus à ce qui se passe sur les réseaux, et puis surtout vraiment punir ceux qui prônent des messages de haine
sur les réseaux. Donc moi, je trouve ça c'est trop facile et c'est bien trop lâche, au fait. Donc je ne vais pas dire que 64% des personnes qui ont répondu sont des lâches, mais en même temps, il faut quand même assumer ce qu'on dit. Donc c'est trop facile de se cacher derrière un pseudo ou les trolls ou ce que je ne sais quoi encore. Quand il faut assumer. Donc, alors quelques chiffres sur 6 réseaux sociaux, il y a 2,5 millions de messages antisémites dans 11 langues différentes, et puis des contenus anti-roms, des contenus anti-LGBT, anti-musulmans, bref, ça ne s'arrête pas. Thierry Léandre Le Fur, je rappelle, vous êtes expert en comportement numérique et addictif. Qui aujourd'hui prend un pseudo et qui n'en prend pas? Est-ce qu'on a une espèce de portrait? Alors, on n'a pas vraiment de portrait, mais on a quand même dans l'esprit des personnes. Alors, il y a deux catégories ici. Il y a ceux qui ont véritablement des idées ou politiques ou qui visent des communautés et qui là savent très bien qu'au niveau de la loi, il y aura une puissance qui leur répondra, qui risque d'être beaucoup plus forte. Donc, je dirais, ils sont plus prudents. Et vous avez un peu Monsieur Tout le Monde qui a envie de se lâcher. Oui, c'est ça. C'est bien parce que quand on dit 64%, ça correspond un peu. Il y a un tiers de personnes qui peuvent le faire, c'est pas grave. Un tiers qui le feront un peu trop, mais qui sauront revenir en arrière. Et le tiers dernier, celui-là, il pose problème. Et donc, il y a 2 tiers de personnes qui se disent, oh, moi, c'est pas grave. Enfin, quand c'est cumulé, il faut bien se rappeler une chose, c'est que si vous êtes tout seul à dire 2-3 méchancetés, c'est pas terrible, mais si vous êtes subitement un millier sur la même personne, c'est catastrophique. C'est là qu'est le problème. Bon, vaste sujet, merci en tout cas d'avoir réagi, c'est éminemment philosophique, Judith. Ouais. Merci Thierry Léandre Le Fur, je rappelle que vous êtes expert en comportement numérique et addictif, merci d'avoir participé à ce débat, et puis merci à nos 2 vraies voix du jour, 2 vraies voix éclairées, qui nous ont bien animés avec rythme, n'est-ce pas? Anne-Lorraine Rousseau, vous êtes journaliste pour Valeurs Actuelles. Merci, à très bientôt. Merci à vous deux. Et puis vous aussi, à bientôt, Rosie Bordet. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice de l'agence en communication RB et associée et adjointe au maire à Saint-Georges de Rétimbaud en Île. Rintembaud. Il le dit mieux que moi, Frédéric. Allez, le FC Saint-Georges de Rétimbaud. Voilà. C'est en Île-et-Vilaine. Merci pour votre invitation. Merci à tous et à toutes. Alors, tout de suite, ça va être voilà. Et puis juste après, il y a vos vraies voix. Les vraies voix qui prennent l'air. C'est les sports mécaniques. Ça fait vroom vroom tout à l'heure avec Frédéric Brindel. Mais vroom, ils se mettent au vert. Voilà. De 19h à 20h.